Bonjour à tous, bienvenue au podcast de la naturopathe moderne. Ici Marie-Soleil Nouro, naturopathe agréée. Bonjour, docteur Hervé Thomas. Bonjour, ça va bien? Merci. Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, super. Donc aujourd'hui, on va parler de la mélatonine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On n'a pas votre nom complet, mais on va donner aux gens qui veulent vous découvrir les coordonnées sous la vidéo. Donc, bonjour à tous. Peut-être avant de commencer, nous dire si vous avez déjà travaillé avec la mélatonine en supplément ou est-ce que vous explorez des façons de la fabriquer vous-même. Donc, avant de faire notre introduction officielle et d'en apprendre un peu plus sur Dr Thomas, je vais vous lire un petit peu mon introduction du jour pour vous mettre dans le contexte qu'aujourd'hui, on vous parle de la fameuse mélatonine. C'est une substance qui a été découverte en 1958 aux États-Unis, donc c'est quand même assez récent. Hein? C'est une science assez nouvelle. Elle est produite par notre corps, mais aussi vendue en supplément. Donc, des fois, les gens oublient que ce n'est pas seulement un supplément et qu'on l'appelle souvent l'hormone du sommeil. Mais comme nous allons discuter ensemble aujourd'hui, c'est beaucoup plus que cela. De plus en plus de chercheurs commencent même à dire qu'elle est quasi magique. Je pense que j'ai entendu ce mot-là avec les discussions qu'on a eues ensemble. Et au début, les chercheurs, dans les années justement 50-60, utilisaient un extrait d'une des glandes dans le cerveau qui produit la mélatonine qu'on appelle la glande pinéale. Mais aujourd'hui, les suppléments sur le marché sont de synthèse, donc c'est une forme synthétique. Cependant, il y a des nouvelles recherches qui explorent des extraits végétaux très prometteurs. Donc, j'ai hâte de savoir si c'est quelque chose qui a été vu dans les recherches de Dr Thomas. Et comme on va discuter, on sait maintenant que la mélatonine est produite par plusieurs autres systèmes dans votre corps, dont le fameux microbiote, qui est tellement important pour la santé globale. Donc, j'ai très, très hâte de partager avec nos invités aujourd'hui le chemin de comment un dentiste est devenu intéressé et si passionné de la mélatonine. Est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu comment tout ça s'est déroulé au niveau des recherches et de cette nouvelle passion? Oui, bah, si tu veux. Donc oui, effectivement, je suis dentiste de formation et puis j'ai été pendant un bon nombre d'années très passionné par la compréhension de ce qu'influence le développement et le vieillissement des mâchoires et de la dentition. Bon, pas mal dans le domaine de l'orthopédie, en fait, finalement, l'orthopédie dentofaciale. Et, euh, et j'ai vite été passionné par les relations qu'il y a entre la respiration, la posture et cet aspect-là donc de la dentisterie, comment se développent et vieillissent et s'organisent les mâchoires, la dentition, et puis bon, par rapport à tous les problèmes de mâchoires qui ne sont pas suffisamment développées. Et qui ont un impact majeur sur notre santé d'un point de vue général, bien au-delà de l'esthétique, puisque ça favorise les troubles respiratoires du sommeil, donc les ronflements, les apnées obstructives. Et donc, j'ai passé toute une première partie de ma vie, une bonne vingtaine d'années, ou 25, à bien étudier et comprendre les relations qu'il y avait entre donc la respiration, la posture, le développement de notre mâchoire et notre santé générale. Ça m'a amené à comprendre que la sédentarité était un problème majeur dans cette histoire. Et, euh, et donc, j'ai mis au point des dispositifs qui permettent d'améliorer la respiration. En 2010 à peu près, j'avais écrit en 2009, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Posture et respiration, le poids et le coût de la vie. C'est une métaphore pour dire que, pour envisager les aspects mécaniques et énergétiques qu'il y a entre la dynamique de la posture et de la respiration, et donc la manière dont notre corps évolue au cours du temps, les raisons pour lesquelles on a tendance à prendre du ventre, à se tasser,
à avoir le plancher de la bouche qui s'affaisse, à avoir la cage thoracique qui, voilà, bon, des mécanismes qu'on associe volontiers au vieillissement, mais qui sont en fait dus à un dysfonctionnement relatif du corps, notamment d'un point de vue postural et respiratoire. Intéressant. Oui, j'ai lu dernièrement à quel point qu'on peut changer la morphologie du visage juste en améliorant notre respiration. Avec le temps, oui, 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 avec le temps, mais même on a des expériences qui montraient de manière assez rapide, hein, en quelques semaines, quelques mois, par exemple, sur des primates ou des singes auxquels on obstruait la voie nasale, qui étaient donc obligés de respirer par la bouche. Et tu as des transformations morphologiques qui vont assez vite. Ouais. Wow, intéressant. Justement, c'est ça, on s'est rencontrés dans un congrès, puis on avait discuté ensemble par rapport à la construction ou le projet d'une chaise, en fait, qui serait un peu thérapeutique pour aider plein de professionnels de la santé qui sont pris à être assis trop longtemps et à quel point ça affecte leur santé, c'est bien ça? Ouais, donc j'avais mis au point une ceinture pour améliorer la posture et la respiration, mais en ayant parfaitement conscience que finalement, on venait encore essayer de réparer ou de rééduquer un problème qui venait du fait qu'on passe trop de temps assis. Et en blaguant comme ça, je disais souvent, bah ouais, si on veut vraiment prendre le problème à la racine, il faudrait réinventer la position assise. Et puis finalement, j'ai fini par me prendre à mon jeu. Et puis je me suis mis à développer des systèmes que je bricolais moi-même. J'ai essayé des tas de choses, des tas de solutions pour essayer de trouver une alternative qui permette en fait d'être assis ou d'être installé à un poste de travail, mais sans avoir les conditions, sans avoir les inconvénients de la position assise. Et puis je suis arrivé à un résultat très 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 satisfaisant et un petit peu révolutionnaire donc dans le monde de la position assise. Et donc j'ai mis au point une chaise et donc j'ai vraiment la satisfaction d'avoir abouti une première étape de mes recherches. Et enfin, pour ce qui était de mon apport, qui était strictement orthopédique, hein, biomécanique, mais je me suis mis à ce moment-là à lire ce qui existait sur la position assise, sur la sédentarité au niveau scientifique. Et c'est là que j'ai réalisé que la sédentarité, et donc d'un point de vue scientifique, hein, quand on parle de sédentarité, on parle principalement de temps passé assis. Et donc le temps passé assis, la sédentarité, favorise tout un tas de maladies ou de conditions chroniques que je n'imaginais même pas. C'est-à-dire que ça favorise les problèmes de dos, ça d'accord, ça favorise l'obésité, à la limite on peut comprendre, on dépense pas beaucoup d'énergie en étant assis, ça favorise les problèmes vasculaires, bah oui, on bouge pas, ça circule moins bien. Et ça, c'était des problèmes que je connaissais déjà et que j'avais déjà bien identifiés. Mais j'ai aussi découvert que du coup, bah, ça favorisait aussi le diabète, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et ça, c'était moins évident dans mon esprit à expliquer. Et donc, j'ai poursuivi mes recherches parce que quand on parle de respiration, quand on parle de toutes ces maladies modernes qui finalement représentent l'essentiel de la mortalité et de la morbidité à l'heure d'aujourd'hui, hein, donc cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, quand on prend ça, ça représente à peu près deux tiers des décès. Puis en termes d'incapacité, d'handicap, de souffrance, c'est majeur, quoi. Et c'est aussi également les troubles psychologiques ou psychiatriques, la dépression, les choses comme ça. Ça va loin. Là, je vais commencer à me sentir coupable de ne pas avoir fait le podcast debout, là. Ce qui compte, c'est voilà, c'est l'essentiel de ce que tu fais dans la journée. Je dis pas qu'il faut jamais être assis, il faut éviter d'être assis à des durées trop prolongées. Et donc c'est là que on fait le lien à la mélatonine, c'est-à-dire que pour comprendre ça, je me suis intéressé donc à toutes ces maladies, le facteur le plus déterminant sur leur risque de survenue,
c'est la baisse de la capacité respiratoire. C'est-à-dire ta baisse de la capacité à consommer, à utiliser de l'oxygène. En étant assis, ça comprime la capacité Alors, en potentielle. étant assis, on est dans une conformation, dans une posture qui bascule le bassin vers l'avant, qui annule la courbure lombaire. Et par compensation, on augmente la syphose thoracique. Et en plus de ça, donc par rapport à une position debout où on est toujours en équilibration, parce que en fait, on est sur une surface de sustentation, les pieds qui est faible comme surface, et puis notre point de gravité situé à peu près au niveau du nombril est assez haut. Donc on est toujours en équilibration d'un pendule inversé, comme on dit en posture. Et quand on est assis, on est au contraire, on repose sur une surface qui est beaucoup plus vaste, avec le centre de gravité qui est beaucoup plus bas, et donc forcément, on n'est plus du tout dans une contrainte d'équilibre, et donc on se relâche complètement. Et ce relâchement, notamment de la sangle abdominale, favorise un cercle vicieux d'évolution qui fait que le diaphragme va s'affaisser, que ça, j'avais bien expliqué dans mon livre justement toute cette mécanique qui est finalement l'explication de comment on arrive aux troubles respiratoires du sommeil, notamment les apnées obstructives. J'avais fait des vidéos à l'époque, ça peut se trouver sur YouTube. OK, on pourra mettre les liens. Donc, les gens pensent souvent à la lumière et à la noirceur pour bien équilibrer justement la mélatonine. On entend beaucoup parler des lumières bleues avec les téléphones cellulaires, les écrans, mais les gens oublient peut-être qu'il y a la posture et la respiration qui peut affecter aussi leur propre production de mélatonine, si je comprends bien. En fait, donc voilà, pour mieux comprendre cet aspect-là, ce qu'il faut comprendre quand on parle de respiration, en fait, la respiration, c'est pas uniquement le fait de faire circuler de l'air dans les poumons. Le but, il se passe au niveau de chacune de nos cellules. Hein. Dans chacune de nos cellules qui a besoin d'être alimentée en oxygène et qui a besoin d'éliminer du dioxyde de carbone. Qu'est-ce qu'on appelle la respiration cellulaire? C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Et cette respiration cellulaire, elle est réalisée au sein de nos cellules par des organites. Enfin, on appelle ça des organites. C'est-à-dire c'est une partie de la cellule qui fabrique notre énergie. L'ATP, l'adénosine triphosphate. On entend de plus en plus parler, c'est peut-être un terme qui est méconnu, mais les gens qui écoutent mon podcast avec Hormones Rebelles sont au courant parce que j'en parle presque à chaque 2 semaines. C'est la fameuse mitochondrie, qui est comme un petit fourneau cellulaire où est-ce que justement il y a l'ATP qui est produit, donc la molécule pour l'énergie. Voilà. Et on entend de plus en plus parler de l'importance de la santé de ce petit fourneau cellulaire-là, si on veut. Absolument. Alors, et donc, je me suis mis à étudier du mieux que je peux ce sujet complexe que représente la mitochondrie, qui est en fait à la base un organisme microbien qui a été incorporé dans une autre cellule, ils ont mis des capacités en commun. Et donc, la mitochondrie, finalement, je mettais un peu des guillemets organite cellulaire parce que finalement, la mitochondrie, elle a son propre ADN, ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui vivait en nous. Absolument, absolument. On est extrêmement dépendant d'organismes d'origine bactérienne, des bactéries au niveau de ce qu'on appelle le microbiote, et même au sein de chaque cellule. Ces mitochondries, ce sont des sortes de petites bactéries. Ouais. Ce sont des bactéries à la base. C'est difficile pour monsieur, madame, tout le monde peut-être d'accepter ça, mais oui, au niveau de la science, on entend de plus en plus parler qu'on a plus de bactéries dans notre corps que de cellules. C'est assez surprenant. Ouais. La réalité,
C'est ça, on a plus de bactéries que de cellules. C'est dur à imaginer, c'est dur à visualiser, mais effectivement, c'est pour ça à quel point que ce travail d'équipe-là est tellement important. C'est ça, et on néglige beaucoup le bien-être finalement de nos bactéries, qui a un impact majeur sur notre santé. Et donc, ces mitochondries expliquent tout finalement, puisque toutes les maladies dont je t'ai parlé là, et pour ainsi dire quasiment toutes les maladies, en tout cas toutes les maladies chroniques, et puis la plupart des maladies aiguës s'accompagnent d'une dysfonction, ce qu'on appelle une dysfonction mitochondriale, c'est-à-dire que tes mitochondries se mettent à ne plus bien fonctionner. C'est comme un moteur. Les mitochondries, on parle beaucoup du stress oxydatif, de l'importance du stress oxydatif, des antioxydants sur la santé. Bien, l'essentiel du stress oxydatif qu'on subit, il se produit au niveau de la mitochondrie. 95% du stress oxydatif se produit au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie, elle produit plein de choses. Je présume qu'elle produit en partie, elle impacte en partie notre molécule importante du jour. La mélatonine. La mélatonine est, a priori, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, produite par les mitochondries. À plusieurs niveaux, en fait, dans plusieurs parties du corps, dépendamment, je pense, le jour, c'est pas la même chose que la nuit, c'est bien ça? Alors, effectivement, on a deux types de mélatonine, en fait. C'est la même molécule, mais on peut distinguer la mélatonine de jour et la mélatonine de nuit. Ça, c'est relativement nouveau comme information. On n'entendait vraiment jamais parler de ça dernièrement. Oui, c'est principalement dû au fait que ça se comprend très bien, en fait, finalement, parce que la mélatonine de jour, c'est toutes les cellules de notre corps, quasiment, qu'en produisent. Mais qu'elles produisent pour elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas une mélatonine que tu vas retrouver dans la circulation sanguine. Donc, elle reste au niveau de la cellule pour protéger la cellule, c'est ça? Elle est fabriquée dans la cellule et elle est utilisée dans la cellule. Finalement, elle ne sort pas de la cellule. Ou alors, bon, certains disent peut-être aux cellules voisines, mais ça reste une production et une consommation locale au niveau cellulaire. Contrairement à la production de mélatonine par la glande pinéale, qui elle, est nocturne, enfin associée à l'obscurité, et elle va être présente dans les liquides extracellulaires, en particulier le liquide céphalorachidien, donc tout le cerveau en particulier, et dans la circulation sanguine aussi. OK. Donc, dans les études, quand ils mesurent la mélatonine, on voit ça sanguin dans les études, je veux dire, qu'on va retrouver sur PubMed. Nous, en naturopathie, on voit des médecins utiliser des tests où est-ce qu'ils vont mesurer dans l'urine. Donc, à ce moment-là, c'est probablement la mélatonine plus qui est sécrétée de la glande pinéale et non la mélatonine, par exemple, qui va être sécrétée par la peau durant le jour, si je comprends bien. Alors, ça, je ne saurais pas répondre avec certitude. Ce qui est testé au niveau urinaire sont les métabolites de la mélatonine. Oui, c'est vrai. De toute façon, ça reste, même la mélatonine au niveau sanguin, ils ont mis énormément de temps à la trouver parce que c'est des quantités infinitésimales. Enfin, c'est vraiment, c'est des traces, quoi. Hein. C'est vraiment des dosages extrêmement faibles. Donc, des dosages extrêmement faibles, mais qui ont une action extrêmement large et importante. Super importante. Super importante. Ouais. Donc, le problème avec la mitochondrie, si je comprends bien, c'est que de nos jours, premièrement, les gens sont stressés. Il y a la pollution qui affecte les mitochondries, il y a le manque de nutriments, mais cette mitochondrie-là, elle est probablement stimulée aussi par la lumière du jour.
Puis absolument. là, l'hiver, dans l'hémisphère nord, pour ceux qui nous écoutent au Québec ou en France, ben, on en a moins. On a moins de lumière, où il y a des gens qui vont juste moins au soleil qu'avant à cause de la peur du soleil. Et puis, juste avec le travail qui sont très sédentaires, il y a des gens qui travaillent, ils n'ont même pas de fenêtre, donc ne sont pas exposés à la lumière du jour de 8 heures le matin, des fois jusqu'à 5-6 heures PM. Ben, et c'est là que voilà, en plus, c'est difficile de comprendre, de voir les courbes d'évolution de ce qui est cancer, maladie cardiovasculaire, obésité, maladie neurodégénérative. Et en fait, quand tu commences à plonger dans les mitochondries, finalement, voilà, tu commences à comprendre. C'est-à-dire que la mélatonine nocturne, elle est activée par l'exposition à la lumière dans la journée et elle va s'exprimer la nuit. Donc la lumière là est extrêmement importante sur la production de la mélatonine. Et toutes les maladies dont on parle sont aussi associées à un déclin de la production de mélatonine. Effectivement, qu'on voit avec l'âge, mais avec le manque justement d'une bonne luminosité de jour Voilà, et c'est ça. une bonne noirceur de soir. On est, on est, on est, En fait, quand on aborde ce sujet-là et qu'on l'étudie en profondeur, on réalise à quel point, finalement, et contrairement aux idées reçues, on est extrêmement sensible d'un point de vue métabolique et pas que à la lumière. On sait que seulement les plantes savaient utiliser la lumière, etc. En fait, bon, non, c'est bien plus complexe que ça. Et en réalité, on est extrêmement sensible à la lumière. Donc, avant d'aller plus loin, parce que sinon, enfin, on va tout de suite arriver sur des applications, des considérations concrètes. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu un historique de la découverte de la mélatonine dans des conditions qui fait qu'on la détecte que quand il y a une production nocturne par la glande pinéale. Donc, on a cru que la mélatonine était uniquement produite par la glande pinéale, etc. Et que c'était l'hormone du sommeil, l'hormone de l'obscurité. En réalité, la mélatonine, c'est une molécule absolument ancestrale et je crois a priori qu'on ne connaît pas d'espèce vivante qui ne produit pas de mélatonine. C'est quelque chose d'absolument universel. Depuis la nuit des temps, c'est une molécule qui est estimée avoir plus de 3 milliards d'années et il n'y a pas eu de mutation, c'est la même molécule chez tous les organismes. Et son mode, l'intérêt initial de cette mélatonine, c'est ses propriétés antioxydantes. Oui, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on en retrouve aussi dans le règne végétal. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, oui. Oui. Il y aurait a priori pas d'espèce vivante qui n'utilise pas la mélatonine. C'est vraiment une molécule associée à la vie. Et sous une forme, je te dis, qui n'a pas changé, qui est la même dans tout le règne vivant, finalement. Dans tout le règne du vivant, que ce soit animal, végétal. Puis, dans le fond, la question, peut-être que là, ça va être un peu mêlant pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on a toujours nommé ça une hormone, justement l'hormone du sommeil. Maintenant, on parle de la mélatonine de plus en plus comme un antioxydant. Donc, est-ce qu'elle joue vraiment les deux rôles selon toi, selon les recherches que tu as faites, ou est-ce qu'on s'est trompé de la classifier hormone du sommeil? Il y a hormone du sommeil, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent. Je pense qu'effectivement, c'est une hormone importante. Maintenant, je ne suis pas convaincu à 100% que ce soit l'hormone du sommeil. C'est une hormone, la mélatonine va favoriser une dominance parasympathique, donc va avoir tendance à calmer, à apaiser. Mais ça ne serait pas a priori l'hormone du sommeil en tant que telle. Ça l'expliquerait pourquoi peut-être que certaines personnes qui n'ont pas nécessairement des résultats, là, il y a des gens qui vont prendre la mélatonine, ça va être miraculeux, parce que peut-être que justement dans leur cas, c'est une carence, c'est soit
pour multiples raisons, la glande pinéale en sécrète pas suffisamment. Ou chez d'autres personnes, justement, il y a complètement un autre mécanisme dans le sommeil qui vont bien prendre la dose maximale de mélatonine, puis finalement, ils ne ressentent pas de bienfait pour le sommeil. Ça l'expliquerait. Ouais. Ça peut expliquer pas mal de choses. Après, bon, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Hein. En fait, la mélatonine, initialement, si tu veux, moi, je la vois comme si on compare les mitochondries à un moteur, c'est l'huile. C'est l'huile. Donc, les mitochondries sont en quelque sorte des moteurs à auto-lubrification. OK. Et c'est la mélatonine. Et quand cette mélatonine vient à manquer, eh bien, le moteur, il fait pas long feu. Oui. Tu vas vite le cramer. Et donc, c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que le rôle le plus essentiel de base de la mélatonine, c'est son rôle antioxydant. C'est-à-dire que de par son fonctionnement, les mitochondries produisent beaucoup d'espèces réactives, de radicaux libres, et qu'en l'absence d'un antioxydant extrêmement efficace, et la mélatonine est l'antioxydant le plus puissant. Et donc, en l'absence de mélatonine, les mitochondries, elles crament et du coup, ça entraîne la mort des cellules. Donc, finalement, c'est ça pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent peut-être moins la mitochondrie. L'oxygène qu'on respire, qui est super important pour plein de fonctions dans le corps, ben, c'est corrosif. Pour la mitochondrie, c'est quasiment l'oxygène n'a quasiment pas d'utilisation en dehors de la mitochondrie, hein, à part les NO-synthases. Non, l'essentiel, c'est au niveau mitochondrial. Hein, c'est pour faire fonctionner les mitochondries. Mais les gens pensent oxygène positif, mais cet oxygène-là qu'on a besoin, elle est dommageable. Donc, le corps doit produire des antioxydants. Puis les gens pensent souvent aux fruits, aux légumes comme antioxydants ou justement des suppléments, mais oublient que la lumière du jour, d'avoir un équilibre entre le soleil et la noirceur, d'essayer d'éviter justement tout ce qui va les perturber ça, va affecter. Puis là, la cellule ne peut plus se protéger parce qu'elle ne produit plus assez de mélatonine. Donc, c'est vraiment intéressant comme notion. Donc, d'après toi, en ce moment, les gros problèmes dans la société, on a parlé de la posture tantôt, de la respiration qu'on pourrait améliorer, mais je présume que toutes les nouvelles lumières, les fameuses LED qui sont pointées du doigt par plein d'experts, est-ce que tu as d'autres choses peut-être que tu as remarquées qui va vraiment avoir une influence négative sur notre propre production comme ça? Alors, donc, la mélatonine de jour, il semblerait, donc, selon un article qui est une référence absolument fabuleuse, c'est l'article de Zimmerman et Reiter de 2019. OK. Peut-être qu'on pourra la partager sous la vidéo plus tard. Lien, oui. Puis il y a des vidéos aussi qui ont été faites sur cet article pour mieux l'expliciter, le mettre plus à la portée du grand public, assez en anglais, mais elles sont assez fabuleuses. Ça, tu peux les retrouver, c'est des trucs que j'ai partagés sur Facebook. OK, parfait. On pourra partager ça aux gens. Pas de problème à te fournir aussi les références. Donc, c'est là si tu veux, depuis un certain nombre d'années, il y a les questions de luminothérapie, il y a différents noms. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biophotomodulation ou de photobiomodulation. C'est toute l'utilisation des LED à rouge, infrarouge. En fait, on a mis en évidence que l'exposition à la lumière rouge et infrarouge, ce qu'on appelle le Near Infrared, ou en français infrarouge proche, hein, c'est-à-dire proche du spectre visible, est la clé essentielle de la production de la mélatonine de jour.
Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'experts qui disent de sortir voir le lever du soleil si on est capable. Voilà, c'est parce que Qui va nous donner ces lumières rouges-là et au coucher du soleil également. C'est bien ça? c'est ça, au lever du soleil et au coucher du soleil, la, la filtration de la lumière fait qu'il y a quasiment que le rouge et l'infrarouge qui passent. Tout le reste est absorbé avant d'arriver jusqu'à nous. Et c'est pour ça que au lever et au coucher du soleil, le soleil on le voit rouge, et puis après il devient orangé, puis il devient de plus en plus clair, puis quand il est en haut, il est blanc. C'est tellement fabuleux parce que, tu sais, je connais pas une personne qui aime pas les levées ou les couchers de soleil. On est vraiment hypnotisé. Tout le monde est fan. Donc, maintenant, il y a une explication scientifique que c'est pas juste beau, mais que c'est bénéfique. C'est ça. C'est vraiment extraordinaire, oui. On est dans un bain électromagnétique. La lumière, c'est du rayonnement électromagnétique. Le bain électromagnétique dans lequel on se trouve a un impact majeur sur notre physiologie. Et donc, quand on est exposé à des rayons rouges, infrarouges proches, on produit de la mélatonine, on stimule notre système parasympathique, c'est l'état de bien-être en fait. Tandis que quand tu es exposé à de la lumière bleue, ce que produisent nos écrans, les télés, et puis tous les éclairages artificiels modernes, toutes les lumières électroniques, etc., il y a de la lumière bleue sans être accompagnée de rouge et d'infrarouge. Et cette lumière bleue, elle a l'effet inverse. Elle génère du stress oxydatif. Les mitochondries fonctionnent, ça perturbe le fonctionnement des mitochondries. C'est excitant et stressant. Et en fait, la lumière naturelle du soleil, elle est toujours, il y a toujours une composante de rouge et d'infrarouge. Même en plein milieu de la journée, ça t'envoie du rayon bleu, même de l'ultraviolet, mais ça t'envoie du rouge et de l'infrarouge en même temps. Donc, c'est mieux balancé que qu'est-ce qu'on a recréé avec les fameuses lumières, les LED, entre autres, mais je présume que la luminothérapie qui est vendue justement pour la dépression saisonnière, j'en ai une à la maison, puis les gens qui nous écoutent, je suis certain que c'est comme ça pour tout le monde, c'est assez agressant et c'est très, très bleu, donc je présume qu'ils n'ont peut-être pas pensé à l'équilibrer ça avec du rouge. C'est ça, c'est dommage. Ouais, ouais. Donc, finalement, d'aller à l'extérieur quand on peut se le permettre ou de se procurer, justement, je vais changer la forme d'écran juste pour voir. Donc, les fameuses lumières rouges comme ça qu'on peut acheter. Ouais. Je vais mettre le lien sous la vidéo parce qu'il y a de la qualité. Ça serait vraiment plus intéressant, selon les nouvelles recherches, que les fameuses lumières de Lumino. On s'entend, il y a une grosse différence de prix, mais qui sont vendues depuis plusieurs années pour justement la dépression et tout ça. Je présume qu'il doit y avoir de plus en plus d'études avec les nouvelles générations, avec le lumière rouge qui est red light en anglais et qui inclut aussi le infrared. Donc, ils mettent les bonnes compagnies comme celle-là mettent les deux lumières en même temps, en simultané. Par contre, je pense que tu en sais plus que moi au niveau de l'utilisation de celle qui n'est pas rouge. Donc, le infrared, puis il y a le red light. Donc, le infra, je crois qu'il n'y a pas de rouge. Il est comme invisible, mais Normalement, la plupart des dispositifs de red light therapy te donnent du rouge et de l'infrarouge. Et de l'infrarouge proche. Alors, en fonction des marques et des modèles, tu vas avoir différentes longueurs d'onde. Oui. Et plus il y a de longueur d'onde, mieux c'est. Tu feras jamais mieux que la lumière naturelle du soleil. Oui. Le clair, le soleil, il t'envoie toutes les longueurs d'onde. Alors, le matin, le bleu, l'ultraviolet ne nous parvient pas. L'hiver, en très faible quantité sous nos latitudes. Mais donc, le fait d'être exposé, d'être stimulé par de la lumière bleue a quand même un petit peu son importance, parce que c'est grâce à ça que se programme notre horloge biologique
Et c'est quand on est exposé, quand nos yeux, notre rétine est exposée à de la lumière bleue, on a des cellules spéciales qui ne sont pas des cellules visuelles, ça construit pas, ça participe pas à la vision, mais juste à informer le système pour dire il est à peu près, il est autour de midi. Il est à peu près midi. Tant que et ça, c'est hyper important pour que la production de mélatonine se fasse correctement la nuit. Hein. Le mieux ton horloge biologique est calibrée par une exposition aux alentours de midi à de la lumière bleue, et le mieux ta mélatonine va être produite la nuit, à condition de ne pas aller s'exposer à de la lumière bleue du coup avant de se coucher, parce que là, si tu te mets de la lumière flash, les écrans, etc., de la LED blanche le soir avant d'aller se coucher, le cerveau, il reçoit le message, il est à peu près midi. Donc ça ne va pas t'empêcher de t'endormir, comme ça, c'est pas impossible de faire une sieste en pleine journée et de dormir, mais par contre, ça va être un sommeil non réparateur parce que la mélatonine nocturne ne va pas être produite. Donc, l'idéal, ça serait de se lever assez tôt pour voir le lever du soleil, si on peut se le permettre, sortir dehors à midi et ensuite aller voir visuellement quelques minutes au minimum le coucher de soleil quand on peut se le permettre également. Ben, le plus tu es dehors et exposé à la lumière naturelle, le mieux c'est. Il y a une question qui vient de rentrer qui est très pertinente. Il y a beaucoup d'experts qui disent qu'il y a beaucoup d'effets néfastes à utiliser les lunettes fumées à l'extérieur parce que justement, ça nous empêche de voir ces rayons-là. C'est quoi ton opinion? Parce qu'en même temps, on a peur de briser nos yeux. Est-ce que tu as lu sur ça aussi? Oui. Donc, moi, je suis pas. Effectivement, j'encouragerais volontiers à au moins pendant une bonne demi-heure être exposé sans verre de protection. Les verres de protection, sont néfastes dans l'ensemble. Si tu vas dehors tout le temps avec des verres de protection, finalement, tu peux pas tu peux pas calibrer ton horloge biologique naturelle. Par contre, les lunettes de protection, là où c'est important de les mettre, c'est à la maison. Oui, exactement. J'ai oublié de descendre les miennes. Donc, il y a des jaunes et des rouges. Je présume que les rouges coupent encore plus le bleu. Donc, pour la soirée, pour les gens qui seraient exposés à des écrans à cause de la famille ou qui sont obligés de travailler à l'ordinateur de soir, ça serait intéressant de se procurer des bonnes lunettes rouges de qualité. À partir du moment où il fait nuit dehors, il faut absolument éviter de s'exposer à des lumières vives au niveau visuel, parce que là, ça fout en l'air ton horloge biologique et ce qui est un facteur mais essentiel à la santé mitochondriale, et je veux dire toutes les maladies dont on parle, la dysfonction mitochondriale, à partir du moment où ça fonctionne plus bien, on a systématiquement on retrouve aussi systématiquement dans toutes les maladies que j'ai citées un dérèglement de l'horloge biologique, perturbation de l'horloge biologique. C'est incroyable, hein, comment on se rend pas compte qu'est-ce qu'on a créé comme bête avec tous les écrans, les cellulaires. Donc, même si on ajuste la luminosité, ça crée quand même de la lumière bleue. Donc, il faudrait vraiment éviter ça plusieurs heures avant l'heure de dormir. Ouais, tout à fait. Donc là, il faut utiliser tous les blue blockers. Quand je parle de blue blockers, c'est les lunettes de protection. Plus elles sont rouges, plus ça coupe le bleu. Oui. Les filtres d'écran. Pour tout type d'écran, ordinateur, téléphone, ils ont en général tous un filtre léger qui est intégré. Mais en cherchant sur Internet avec des mots-clés type blue blockers ou blue light screen biohacking, blue light, choses comme ça.
Tu trouves des petites recettes, des petites techniques pour changer, switcher facilement ton écran pour qu'il n'y ait plus du tout de rayons bleus, par exemple. Si des gens, si tu vois, tu regardes un film sur Mhm. ton écran ou je sais pas, n'importe quoi, les réseaux sociaux avant de dormir, bah, au moins tu dis pas à ton cerveau il est midi et Mhm. ça change complètement la nature, la qualité de ton sommeil. Oui, C'est ouais, vrai c'est aussi ça, pour les c'est vraiment éclairages. incroyable. Les gens ne réalisent pas que même s'ils dorment, s'ils ne produisent pas suffisamment de mélatonine, Mmh, c'est pas juste le sommeil, mais comme tu disais tantôt, la qualité, puis mmh. ça va aussi induire un manque d'antioxydants qui, là, va créer plein d'autres soucis. Je veux dire, on voit tellement de gens en fatigue chronique, C'est ça. tellement de gens en inflammation, des gens avec des problèmes hormonaux, etc. Donc, c'est tout relié. Oui. Bah, l'inflammation est très liée, oui. L'inflammation est un des facteurs qui nuit énormément aussi à l'horloge biologique. Et donc, Mhm. si tu te réveilles pas en forme, si tu te réveilles fatigué, c'est que ton sommeil n'a pas été réparé. C'est que tu as une Ouais. perturbation de ton horloge biologique et de ta production de mélatonine. Mhm, exact. Puis C'est-à-dire que il y a la plein de mélatonine, la mélatonine de la journée, hein, donc qu'on produit grâce à une exposition aux rayons rouge infrarouge, hein, mhm. qu'on a systématiquement dehors, hein, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, à partir du moment où il fait jour, tu vas dehors, même si tu n'es pas en exposition directe au soleil, il y a la lumière réfléchie, la diffusion, tu es exposé à du rayon rouge infrarouge. Merveilleux. Tu es enfermé à l'intérieur aujourd'hui avec les éclairages modernes n'en fournissent pas, les vitres modernes les filtrent. Donc, quand tu es enfermé, tu n'es pas exposé à ce rayonnement-là. Mhm. Ben oui, c'est ça. On entend des fois les gens penser que justement ils prennent leur vitamine D par la fenêtre. Non. C'est ni la vitamine D ni la mélatonine est efficace par une fenêtre. Donc, il faut absolument avoir une exposition directe. Et je Mm. présume que c'est comme la vitamine D, si on a une exposition directement sur la peau, on stimule encore plus la production selon ce que j'ai lu. C'est bien ça? Bah, c'est très vrai pour les ultraviolets et donc la vitamine D. Par contre, pour les infrarouges proches sont très traversants. Donc, En fait, ça passe en travers les vêtements pour l'infrarouge. pas à travers les vitres modernes qui les filtrent, mais par Mhm. contre, ça passe à travers les vêtements. Tu peux aller dehors, même s'il fait, même si tu es habillé, ta peau, et puis donc ça pénètre Ah, notre corps en profondeur, quoi. Hein. moi, c'est une bonne nouvelle, ça. Je me demandais justement avec l'appareil parce qu'il suggérait de le faire sans vêtements. Mm. C'est pas toujours évident. Des fois, il fait un peu froid, même si ça réchauffe un peu. Donc, c'est Ouais. bon à savoir. OK, Donc, à génial. partir du moment où tu es dehors, tu es exposé à de l'infrarouge proche et ça te permet de produire de la mélatonine. Mhm. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé. Et effectivement, donc dans la maison, on n'en a pas. Le seul moyen d'en avoir, c'est par soit des ampoules particulières, ça existe. Hein, en tapant Red Light Therapy, tu trouves de dispositifs différents. Ouais, le terme scientifique, je regardais, c'est la photobiomodulation, qui Ouais, est le- l'autre terme qu'on peut retrouver si on fait de la recherche. C'est bien ça? ouais, actuellement, c'est le terme à la mode. Ouais, Oui. C'est vraiment fascinant à quel point qu'on est connecté justement avec le soleil. Puis mm, j'écoutais sur Netflix un documentaire là, des communautés qui ont été retrouvées, là, qui font pas partie là, de l'histoire là, de l'humanité, puis à quel point qui honoraient le soleil. Donc c'est très logique. Puis encore une fois, il y a beaucoup de gens là, qui adorent justement les couchers de soleil, puis le soleil, mais on oublie à quel point qu'on est vraiment interconnecté avec la nature, c'est vraiment merveilleux. Ouais. ouais. Et, ben, et puis, enfin voilà, ça montre à quel point on a une sensibilité importante à tout ce qui est de nature électromagnétique. Quoi. Mhm.
Puis moi, qu'est-ce que j'ai vraiment hâte d'avoir comme information? J'ai écrit à une des chercheurs. D'ailleurs, on a commencé à parler ensemble de la mélatonine grâce à une chercheure que j'apprécie beaucoup, qui est Diana Menick. Dans l'article que j'avais partagé avec les bulles de la noirceur et de la luminosité qui se connectaient. Puis Diana parle justement de la source végétale qui serait encore plus antioxydante. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir peut-être les produits sur le marché seront peut-être extraits de végétaux. Je n'ai pas encore vu aucune compagnie fabriquer ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si c'est peut-être une possible révolution pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller à l'extérieur aussi fréquent qu'on l'a mentionné. Alors, il faut savoir déjà que les végétaux, qui contiennent la chlorophylle, émettent de l'infrarouge proche. OK. Ils absorbent le bleu, l'ultraviolet, le rouge, et ils réémettent dans l'infrarouge. Ils réémettent dans le visible aussi, puisqu'ils ont du vert qui n'est pas absorbé. Oui. Mais sinon, ils réémettent dans l'infrarouge proche. Donc, la végétation verte, les végétaux verts, donc déjà, nous renvoient du rayonnement qui est très bon. C'est comme des batteries d'ultra-rouge, si je comprends bien. En quelque sorte, ouais. OK, intéressant. Tout ce qui est de nature incandescente, si tu utilises au niveau des éclairages, plutôt que d'utiliser des ampoules, les spécialistes dans le domaine te recommandent, au niveau de là où tu travailles, là où tu vas passer du temps, les endroits de ta maison où tu passes beaucoup de temps, ton bureau, là où tu passes beaucoup de temps, les endroits où tu passes beaucoup de temps, il faudrait au minimum avoir 20% de tes sources d'éclairage qui soient soit des ampoules incandescentes, soit l'autre c'est comment ça s'appelle, les ampoules halogènes. Il y a dans les éclairages artificiels, dans les éclairages artificiels, les seuls qui produisent de l'infrarouge qui nous intéressent, ce sont les ampoules à incandescence et les ampoules halogènes. Ou sinon, il faut passer sur des LED comme ton système de Red Light Therapy, mais quand on voit des longueurs d'onde très très précises. Et c'est pas aussi complet. Si on veut comparer ça un peu avec de la nourriture, tu peux avoir une lumière pauvre en nutriments, entre guillemets, et une lumière riche, une lumière complète. La lumière la plus complète, c'est la lumière du soleil. Et toutes les sources incandescentes sont des lumières qui sont très complètes aussi. Fait que finalement, on avait une meilleure technologie avant. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens vont assez se réveiller? Est-ce que les chercheurs vont assez mettre ça de l'avant pour que la société retourne avec ces lumières-là? C'est ça, c'est-à-dire qu'on avait des ampoules, qu'on a arrêté des ampoules incandescentes parce qu'elles émettaient beaucoup justement dans le non visible, qu'on considérait être un rayonnement donc inutile, de l'énergie perdue, alors qu'au niveau de notre santé, c'est le rayonnement essentiel, quoi. Oui, c'est incroyable, hein? Des fois, on essaie de réinventer la roue et on fait pire finalement. Puis, on n'a pas encore parlé des chandelles. On voulait en parler ensemble pour trouver une façon d'en faire justement qui sont non toxiques parce que les chandelles ne sont pas tous santé, qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché. Mais j'avais lu que justement, quand on fait un fameux feu de camp, hein, l'été, les gens trouvent tellement d'apaisement, ça a un effet vraiment anti-stress de visionner un feu. Donc, je présume qu'avec la chandelle, produit aussi une certaine quantité d'infrarouge, c'est ça? Absolument, absolument. Tout ce qui est incandescence, toute lumière qui est générée, si tu arrives à générer de la lumière jusqu'au spectre visible, ça veut dire que tu as forcément généré du spectre non visible avant. Donc, le principe de l'incandescence, hein, c'est la lumière générée par la température.
Euh, et donc, tout ce qui est feu de cheminée et flamme naturelle Mhm. est porteuse de rayonnements infrarouges qui sont bénéfiques pour nous. Et oui. Et donc, Mhm. on va retrouver le même bien-être autour d'un feu de camp qu'avec le coucher du soleil, voilà, parce que c'est vraiment chargé en infrarouge bénéfique. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Donc, on sait maintenant quoi offrir pour Noël, hein, des vieilles ampoules et des chandelles. Par contre, avec les nouvelles technologies récentes, de ne pas utiliser qu'est-ce qui vient du pétrole, idéalement de la cire qui vient soit de la cire d'abeille qui est merveilleux, qui est naturelle, ou la cire de soya, maintenant, la nouvelle génération qui peut être achetée dans les magasins un peu de produits naturels ou les magasins où est-ce qu'ils vendent des huiles essentielles. En général, ils vont fournir ces matériaux-là. C'est ça, ça que tu recommandes. Oui, exactement. Donc, justement, je les avais sortis étant donné qu'on s'en était parlé. Ça s'ajoute en gros. Sinon, ça revient quand même assez cher. Ouais. Puis, on ajoute les mèches. Donc, ils vendent en paquet comme ça. Puis, donc, on a le bas, puis on peut mettre la mèche et ensuite, on peut justement les parfumer avec des huiles essentielles, idéalement qui sont santé pour la respiration et 100% naturelles, donc certifiées, que ce ne soit pas des parfums, parce qu'encore une fois, bon, il y a des parfums synthétiques, mais si on reste dans des bonnes huiles essentielles de qualité, ça peut même être thérapeutique à plusieurs niveaux. Donc, la lumière rouge plus une huile essentielle d'eucalyptus, peut-être pour l'immunité, là, à ces temps-ci de l'année, ça pourrait être intéressant. Ouais, super. Bah ouais, ouais, voilà. Ça c'est donc c'est voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut on est finalement on est dans une époque où on a un mode de vie et des habitudes de vie qui fait qu'on est carencé en lumière infrarouge Mmh. et on est surexposé aux lumières bleues. Voilà. Qu'on vraiment l'exposition à la lumière bleue donc favorise au-delà de l'effet du risque ionisant, génère énormément de stress oxydatif, favorise l'inflammation Mhm. et la dysfonction mitochondriale et donc par là même la mort de nos cellules. Mhm. La lumière rouge infrarouge a exactement l'effet inverse. Elle diminue le stress oxydatif, elle diminue l'inflammation et elle favorise, donc elle protège nos cellules de beaucoup de soucis. C'est vraiment merveilleux. On pourrait rajouter l'humeur aussi parce que les infrarouges ont un effet stimulant pour la dopamine on oublie aussi pour la motivation. L'humeur, on pense souvent à la sérotonine qui est justement un précurseur de mélatonine pour bien dormir le soir, mais on oublie justement que le jour, cette exposition-là, le matin, peut vraiment aider l'humeur également. Donc, Dieu sait qu'on en a besoin au Québec en ce moment. Ouais, 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 ouais. Mais je pense que le, le, la lumière infrarouge, bon, est vraiment la plus importante. On a vraiment aussi besoin d'être exposé à la lumière bleue. Ça, c'est important. C'est plus la lumière bleue hein, qui favorise la dopamine. OK. Donc, Ouais. justement, d'aller à l'extérieur pour voir, mais pas des lumières artificielles, mais ceux qu'on voit de jour. C'est ça. Bon, bah, les lumières artificielles, malheureusement, c'est difficile de ne pas y être exposé, Mhm. puisque c'est omniprésent dans notre vie. Euh, Ce qui est important, c'est surtout d'être vigilant et de se protéger des lumières artificielles, surtout en fin de journée, dans les heures qui précèdent le coucher. Mhm. Euh, avec bah, les lunettes sont incontournables, hein, puisque il suffit que enfin, tant que tu es chez toi, si tu contrôles à peu près les éclairages, Mhm. que tu mets des filtres sur tes écrans, etc., ça peut aller, mais voilà, dès que tu sors de chez toi, c'est bien d'avoir des lunettes de protection. Mhm. De rétablir une horloge biologique bien calibrée et non perturbée par tous ces éclairages, ça change tellement la qualité de ton sommeil et ta qualité de vie, c'est majeur. Mhm.
Oui, vraiment, vraiment important. J'ai une pensée à une autre question au niveau des recherches, étant donné que la mélatonine, justement, est une hormone qui vient, après d'abord, de protéines, qui est transformée, donc, comme j'ai dit tantôt, en sérotonine avant d'être en mélatonine. Je présume que dans les recherches, ils doivent faire le lien aussi avec les gens qui soit n'ont pas assez de protéines ou qui ne digèrent pas les protéines ou qui manquent les cofacteurs de conversion. Est-ce qu'on voit ça dans les recherches? C'est pas. Bah, c'est à la base, c'est un dérivé du tryptophane. Exact. Les gens vont en manger avec la dinde durant les fêtes. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a dans plusieurs sources de protéines, mais étant donné que des fois, peut-être qu'on voit ça dans les régimes véganes ou dans les régimes de personnes âgées ou les gens qui ont une difficulté à digérer les protéines, peut-être qu'il y a un lien aussi au niveau de la matière première pour fabriquer sa mélatonine? Bah, écoute, semblerait que le truc le plus essentiel, c'est la lumière infrarouge. Hein. Tu peux avoir tout le reste. Si tu n'as pas la lumière infrarouge, donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart, enfin, je te dis, à mon sens, hein, les carences les plus importantes dont on souffre et dont souffrent la plupart de nos contemporains, c'est plus de carences en certaines longueurs d'onde de lumière qu'en nutriments. OK. Après, il y a une question. Oups. Ah, vas-y. Il y a une question qui est rentrée qui serait peut-être intéressante avant de se laisser. Tout ce qui nuit après, tout ce qui nuit aux mitochondries nuit à la production de mélatonine. Donc, là, c'est une liste qui est un peu plus conséquente. Il faudrait plus une journée que. Éventuellement, on pourra mettre un lien aussi. J'ai une formation en ligne qui existe que j'avais fait qui s'appelle optimisation mitochondriale, enfin qui sont plus pour des gens comme toi qui veulent aller chercher des éléments plus pointus que aujourd'hui. Oui, il y a plusieurs nutriments qui vont aider la mitochondrie, dont le magnésium, qui aide aussi le sommeil. Donc, il serait vraiment intéressant à considérer pour les gens qui nous écoutent, parce que des fois, ils ont essayé la mélatonine, mais si à la base, il manque de magnésium qui est essentiel pour aller détendre justement ce système nerveux-là, pour aider le corps à gérer autant la mitochondrie que le cortisol, ça peut être une des bases à regarder, bien effectivement. Ouais. Puis, il y a une question qui était rentrée au niveau de la consommation des végétaux quand on parlait des légumes verts tantôt. Donc, est-ce que ça serait cumulatif? Donc, est-ce que quelqu'un qui consommerait une bonne quantité, par exemple, de, je ne sais pas moi, de chlorelle, chlorophylle, en plus de végétaux qui sont verts foncés dans l'alimentation, est-ce que, selon toi, ça pourrait aider leur mélatonine totale? Non, mais quand je disais que ça émet de l'infrarouge, c'est quand c'est dans la nature, quoi. Je veux dire, les arbres, le gazon, les plantes vertes, tout ça, ça t'envoie du rayonnement infrarouge. Donc, de travailler à côté d'une plante verte va émettre un infrarouge. Ouais, bien sûr. OK, dans ce sens-là. OK, on pensait au niveau de la consommation orale. Ouais, comme avoir une plante, tu vas pas allumer ta lumière de red light therapy toute la journée, mais par contre, tu te mets une belle plante, ça t'en donne. Wow! OK, Après, au niveau alimentation, j'ai des références. J'ai des références qui pourront vraisemblablement t'intéresser avec tous les aliments qui contiennent plus ou moins de mélatonine. OK. J'ai lu sur les cerises, je ne sais pas en français, la traduction en anglais, c'est tart cherries, qui serait une source de mélatonine végétale. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'un des suppléments qui vient de sortir sur le marché en ont mis justement, combiné avec le magnésium. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, ben, j'ai plusieurs petits produits là, qui contiennent la mélatonine que je pourrais présenter aux gens. On est déjà à presque 1 heure de podcast, donc on peut s'arrêter bientôt. Mais pour les gens qui sont intéressés, juste laissez peut-être votre nom, je vais vous aviser, je vais faire un court vidéo pour vous expliquer, pour ceux qui n'y arrivent pas avec juste la lumière et le soleil, qu'est-ce qu'on peut faire côté supplément pour s'aider, surtout l'hiver. Donc, je ferai une vidéo à part là, pour répondre aux questions côté supplémentation des gens qui se posent la question. Ce qui coûte pas cher et qui est le plus efficace, c'est de passer du temps dehors quand il fait jour et puis de se protéger des lumières artificielles, au moins au niveau des yeux, quand il fait nuit.
Je regarderai pour des références de compagnies fiables pour les lumières rouges. Je ne sais pas si tu en as des préférés à nous suggérer qu'on pourra indiquer aux gens. Je... Il y a des marques qui semblent assez sérieuses. Je suis pas, je suis marié avec personne, hein, mais oui, bon, non, je préfère. Ce que je te mettrais d'intéressant, c'est un guide pratique pour bien choisir ses ampoules d'éclairage pour la maison, pour le bureau, pour les endroits où tu passes du temps. Et des petits guides pratiques qui t'expliquent comment composer ta lumière pour que ton environnement soit le plus bénéfique et le moins toxique possible. Ah, génial. Ben, c'est Ça vraiment me semble. super parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'ont pas encore acheté leur cadeau de Noël. Je pense que c'est une excellente Oui, idée oui, oui. Ah ben ça, de c'est cadeau. Mm. tout ce qui est lunettes de anti-lumière bleue et puis des systèmes de red light therapy, ça, c'est vraiment des beaux cadeaux parce que tu rends vraiment service aux gens, Ouais. à condition qu'ils s'en servent derrière, évidemment. Ah, moi, c'est vraiment rendu une religion. Je prends mon café devant. Quand c'est l'heure du coucher de soleil, je trouve que c'est tellement, c'est apaisant, ça réchauffe justement. On a froid ces temps-ci, Mhm, Camille. mhm. Et c'est vraiment, c'est merveilleux comme sensation. Je suis Ouais, rendue, donc je vous donnerai les coordonnées parce que c'est ça, il y a différentes longueurs d'onde là, à respecter pour avoir de la qualité. Donc, des fois, ça vaut le 100 $ de plus ou quelque chose d'avoir une bonne marque. Ouais. ça sera jamais mieux, on s'entend bien, ça sera jamais mieux qu'un feu naturel ou que la lumière de dehors. Ah, ben oui, si on peut se permettre Mais ça, c'est bien mieux que de pas avoir d'infrarouge du tout, quoi. Ah, oui, exact. ça, c'est. Ouais. Sur ces Mais belles paroles, il fait vraiment beau si vous êtes au Québec, dépendamment de quelle partie dans le Mhm. monde vous nous écoutez en ce moment. Donc, je pense que je vais aller prendre une marche sur l'heure du lunch pour stimuler mon cerveau, lui dire que c'est l'heure presque midi. Là, on est dépassé un peu. Donc, un gros merci. C'était Hervé, un plaisir. c'était vraiment très intéressant. On va donner les coordonnées pour les gens qui veulent en savoir plus sur les appareils pour la posture, respiration, etc. Donc, un gros, gros merci. C'était super intéressant. Je vois que je suis Oui, c'est perturbé. ça, c'est rendu du dark light chez toi, là, on ne voit plus. Désolé, OK, là, on ne voit plus. c'est mieux là. Voilà. Génial. Moi, j'ai trop de blue light, comme vous pouvez voir. Je suis blanche, surblanchie par la lumière. Donc, je vais regarder pendant le temps des fêtes pour m'acheter des lumières qui sont moins bleues pour mon bureau. C'est ça. Et puis, bah, incandescence, un petit peu d'incandescence ou d'halogène. OK, halogène, c'est bon à savoir. Je pensais que c'était aussi néfaste. C'est bon que c'est finalement moins pire que les nouvelles LED. Excellent, c'est vraiment Ah, bon. ouais, il n'y a pas pire que les LED. OK, génial. Ben, un gros merci. Donc, je vous souhaite une belle semaine à tous. Au plaisir de Également, te tenir au courant des prochaines recherches. ça marche. À bientôt. Merci Bye. beaucoup. Bye bye.